Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes habitué des threads d'horreur, vous savez que généralement ça se trouve sur le forum Reddit. Là-bas, il y a plein de personnes qui partagent leurs expériences effrayantes et dans ce type de vidéo là que je vous propose, je vais vous partager les 5 histoires qui ont le plus marqué la plateforme au cours du mois précédent. Donc concrètement, dans cette vidéo là, on va voir les 5 histoires qui ont choqué le plus les utilisateurs du forum pendant le mois de janvier. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram que je vous affiche juste ici, AkenTV, si vous souhaitez suivre un peu les coulisses de la chaîne, mais aussi m'envoyer une histoire effrayante qui vous est arrivée. J'espère que vous êtes maintenant bien installés. Prenez quelqu'un aussi avec vous juste au cas où et on est prêt à commencer. On va commencer avec l'histoire de Clara. Clara nous raconte son histoire et elle nous explique qu'au moment où elle raconte son histoire, elle est âgée de 19 ans. Pour contextualiser un peu les choses, elle nous raconte qu'elle n'a pas eu un parcours scolaire très facile. Quand elle était au lycée, elle a dû redoubler une de ses années parce qu'un de ses professeurs, qui simplement ne l'aimait pas, a manipulé ses notes, la forçant donc à recommencer une année. Pour elle, elle a une explication à ce qui s'est passé là. C'est qu'elle aurait traité en fait une autre élève de sale gosse. Elle l'a pas fait gratuitement comme ça, c'est que la fameuse personne qui s'est fait insulter de la bouche de Clara était en fait l'enfant d'une professeure. Et apparemment cette personne faisait des crises pour être dans la classe de sa mère. Et c'était vraiment des énormes crises à tel point que sa mère, qui faisait des cours, devait arrêter son cours pour aller chercher cette personne et la ramener dans sa classe. Peut-être que les mots de Clara étaient un peu durs, mais c'était pour indiquer le fait que cet enfant était quelqu'un de pourri gâté et qu'on cédait en fait très facilement à tous ses caprices. Mais c'est pas ça l'histoire qui nous intéresse, ça c'est uniquement pour contextualiser un petit peu les choses. L'histoire que Clara veut réellement partager, c'est une histoire qui s'est passée en août 2023. Là, elle était en 3e année au lycée. On est aux États-Unis, c'est pas le même fonctionnement que chez nous. Et elle explique qu'elle a rencontré, pendant ses études, un jeune homme du nom de James. Lui, c'était quelqu'un qui était un petit peu plus jeune que Clara. Il était en 2e année au lycée. Ils se sont rencontrés dans le bus et il se trouve que le fameux James descend quelques arrêts avant celui de Clara. Ça, c'est un détail à retenir. Leur relation était toute fraîche, ils venaient de se rencontrer, ils ne s'étaient pas beaucoup parlé. On peut dire qu'ils étaient passés du stade d'inconnu à petite connaissance. Et rapidement, ce fameux James a proposé à Clara de la ramener chez elle. Clara, elle est pas très partante. Et en plus de ça, sa maman tient à rencontrer la personne avant que Clara monte dans la voiture de la personne. Quelque chose de plutôt légitime, et c'est quelque chose à laquelle elle tient encore plus quand la personne qui ramène Clara est un garçon. En plus de ça, Clara avait 18 ans, donc si jamais il y avait un accident de voiture, elle explique que ce serait elle qui serait la responsable, étant la seule adulte dans le véhicule. Finalement, après avoir appris qu'il fallait faire une rencontre avec la maman de Clara, etc., James s'est découragé, il n'a plus insisté pour la ramener, et le temps a continué. James et Clara discutaient de temps en temps, mais ça ne menait vers absolument rien, c'était simplement de connaissances, ça ne menait pas vers une amitié profonde ou vers une histoire de couple. Pour la jeune fille, ce jeune garçon était quelqu'un de complètement normal, mais rapidement, elle s'est rendue compte qu'il avait potentiellement quelques red flags, si on peut dire ça comme ça, assez inquiétants. On avance dans le temps. Clara est maintenant en dernière année. À force de discuter, Clara et James avaient échangé leur numéro de téléphone. En plus, étant plus vieille, ayant 1 an d'avance par rapport à lui, elle l'aidait de temps en temps pour faire des devoirs, elle lui recommandait des chaînes YouTube, elle lui parlait de musique, enfin vraiment c'était une relation amicale qui s'était créée là. Alors attention, c'était pas les meilleurs amis, mais de bonnes connaissances maintenant. Et bizarrement, 1 mois après être passé au stade du on parle un peu régulièrement, James a trouvé l'adresse de Clara. Pourtant elle ne lui a jamais dit, vraiment jamais, où elle vivait. En plus, lui, quand il prenait le bus, descendait à un arrêt qui était bien avant celui de Clara, donc il n'y avait aucun moyen que Clara visualisait pour qu'il sache où elle vit. Donc c'est à partir de ce moment-là que Clara a commencé à s'inquiéter et elle a commencé à noter ici et là les comportements étranges que James pouvait avoir. Et elle a eu raison de faire ça parce que les mois qui ont suivi, James a concrètement commencé à harceler Clara. Si elle s'endormait dans le bus, il lui tapait les oreilles, dans les jambes, il lui enlevait ses écouteurs, vraiment il ne faisait que l'embêter. Et si il n'était pas à côté dans le bus, James l'appelait carrément pour pouvoir
entendre sa voix. Il voulait constamment que Clara passe du temps avec lui. Clara commence à être agacée, le temps est passé encore un peu, et vient le moment où est planifié le fameux bal de promo. Chacun cherche son cavalier, sa cavalière, et James propose donc à Clara, vers qui il semble vraiment avoir un intérêt en fait, de l'accompagner. Clara, après tout ce qui a pu se passer entre eux, n'est pas vraiment motivée pour y aller avec lui. D'ailleurs, elle n'est pas motivée pour aller au bal de promo du tout, peu importe le cavalier. Donc elle dit non, ça ne m'intéresse pas, je suis pas fan de ce genre de soirée, mais lui se présente un peu en victime, il essaye de la manipuler. Et pour sortir de ce truc là, Clara lui dit qu'elle a en fait ce jour-là un événement familial auquel elle ne peut pas ne pas participer. Donc elle s'en sort, mais en écoutant un peu les bruits de couloir, elle apprend que finalement le fameux James a demandé à plein de filles en même temps si elle voulait bien l'accompagner, et il avait un comportement très déplacé vis-à-vis de ces jeunes filles, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas vraiment le choix en fait de dire oui ou non. En fait, il les forçait d'une certaine manière à dire oui. Clara étant assez inquiète pour les autres filles de l'établissement, mais aussi pour elle-même, elle décide d'aller parler à la direction de son lycée pour signaler le comportement quand même désastreux de ce James. La direction a pensé prendre les choses en main, c'est-à-dire qu'ils ont forcé James à présenter des excuses à tous ceux avec qui il avait pu être désagréable. Et dans ce lot de personnes, il y avait Clara, et Clara avoue que les excuses de James étaient vides de sincérité. Clairement, il ne pensait pas du tout ce qu'il disait. Et le lendemain de cette fameuse situation, James a envoyé un message à Clara et lui a demandé si sa sœur conduisait une voiture d'une certaine couleur, d'une certaine marque, et si elle travaillait dans un certain café. Il était très précis dans les détails qu'il donnait. Clara comprend que James lui en veut énormément et qu'il vise donc aussi maintenant sa famille, notamment ici sa sœur. Donc Clara lui dit absolument pas, tu t'es trompé sur toute la ligne, et elle le bloque directement. Mais là, les choses ont encore empiré. Avec d'autres numéros, James appelait Clara pour savoir si elle était chez elle, à son travail, et quand il l'appelait, il ne l'appelait pas uniquement pour savoir où elle était, il lui confiait également certaines de ses pensées les plus sombres, des pensées extrêmement violentes. Il disait qu'il voulait par exemple tuer le petit ami de la mère de Clara, lui casser les dents. Dans le bus, Clara faisait tout pour l'éviter et lui le remarquait bien, ça l'énervait, il frappait son téléphone contre les vitres du bus, et il essayait à chaque fois de manipuler Sarah, de se présenter en victime, disant qu'il avait des crises d'angoisse pour que Sarah prenne pitié de lui et lui vienne en aide. Autre chose que James a pu dire, dans le lot de choses qu'il a pu dire à Clara bien sûr, il a dit que sa prof de maths devait être éventrée. Pourquoi? Est-ce qu'elle l'a punie? Est-ce qu'elle lui a mis une mauvaise note? Absolument pas. Il voulait lui faire du mal parce que lui-même trouvait qu'elle était en surpoids. Et pour lui, une femme en surpoids était une abomination sur Terre. Il disait clairement que c'était des monstres et de mauvais récipients pour enfanter. Je pense que pour tout le monde là, le fait que James est quelqu'un d'absolument abominable n'est plus approuvé. Clara décrit une dernière situation avant d'essayer de prendre les choses en main. C'est quand James a perdu ses AirPods dans le bus, pas les écouteurs mais l'étui. Il a commencé à se frapper la tête contre les vitres et à baver, à crier de colère comme s'il était possédé. Après ça, Clara, ayant peur quand même pour sa sécurité, est retournée voir la direction de son établissement. Et sachant qu'elle prenait note de tout ce que James pouvait faire, elle a tout déballé facilement. Elle avait son récit détaillé qui était noté, mais cette fois-ci, la direction n'a pas pris son parti, contrairement à la fois précédente où ils ont demandé à James de présenter des excuses. Cette fois-ci, pour les membres de l'école, la responsable, c'était Clara. D'ailleurs, ils expliquent que les informations personnelles, c'est-à-dire son adresse, ce que fait sa sœur, sa mère, qui est le petit ami de sa mère, sont des informations publiques. Donc, pour eux, il n'y a rien d'inquiétant dans le fait que James ait cherché ces informations. Évidemment, prenant ce mur dans la tronche, Clara était très mal, elle a fait une crise d'angoisse alors qu'habituellement elle n'était pas vraiment sujette à ce genre d'événement. Elle s'est mise à vomir dans une poubelle et vraiment tellement anxieuse, elle a appelé sa mère pour lui raconter ce qui s'était passé, qu'elle avait tout déballé parce que sa mère était évidemment au courant de tout. Et sa mère a dit « Ok, ton lycée veut rien faire, eh bien on va aller voir une institution plus autoritaire peut-être, on va aller voir directement la police. » La police a donc été prévenue, tout a été raconté et pour eux il y avait bien ici un danger, donc il a été demandé, pour le dire gentiment, ou plutôt imposé, à James d'arrêter, de tenter de rentrer en contact avec Clara. Clara
étant vraiment très mal à cause de cette situation, il faut bien le comprendre, est allé voir aussi un centre d'aide aux femmes parce que, en fait, le fait que la direction de son lycée lui ait mis un mur dans le visage, vraiment ces personnes ont dit que c'était elle la responsable, ça lui a fait du mal, ça lui a fait se poser des questions, elle s'est dit mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi qui vois mal les choses? Alors que pour elle, il y avait vraiment un danger. Et le centre d'aide aux femmes a dit que non, elle avait bien raison et que c'est le comportement des membres de la direction de son lycée qui avait été complètement en tort et que c'était inadmissible. Et d'ailleurs, c'était quelque chose d'extrêmement dangereux parce que qui sait jusqu'où le comportement de James aurait pu aller. Finalement, après avoir parlé à la police et au centre d'aide aux femmes, Clara n'a plus jamais eu de nouvelles de James. Elle avait bloqué tous les numéros qu'il avait pu utiliser, mais en tout cas, il n'en a pas utilisé de nouveau pour rentrer en contact avec elle. Et elle souhaite qu'une chose, c'est que ce jeune garçon reste loin d'elle-même, bien sûr, mais aussi de sa famille, sachant qu'il avait quand même lancé des menaces à l'encontre du petit ami de sa mère, et qu'il avait l'air aussi assez intéressé d'une certaine manière par la sœur de Clara. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous raconter ce que partage Sophie vis-à-vis de son frère qui s'appelle Brian. Elle nous explique qu'en grandissant pendant leur jeunesse, Sophie et Brian étaient très proches. Ils étaient vraiment très fusionnels. Ils se faisaient des repas, des soirées au ciné, des jeux de société. Ils voyageaient même ensemble. Clairement, Sophie dit que c'était une très belle enfance et en grandissant, avec les études se faisant, ils se sont un peu séparés, chacun partant faire ce qu'il avait à faire de son côté. Ils avaient tous les deux à peu près 20 ans, en tout cas la vingtaine, ils ont quitté la maison, ils faisaient leur vie, donc ils ne parlaient plus trop, mais ils échangeaient un petit peu quand même par message pour prendre des nouvelles, savoir si tout allait bien. Et Sophie explique que Brian, dans cette nouvelle vie, est soudainement devenu très religieux, mais quasiment du jour au lendemain, c'est-à-dire que Sophie a des nouvelles de lui, il avait une certaine vie, la fois d'après, là il était très pratiquant dans la religion. Mais le truc, c'est qu'il ne l'était pas du tout, personne dans la famille ne l'était. Brian, avant, n'avait aucun ami qui était très croyant et très pratiquant, donc ça sortait en fait un peu de nulle part. Et il se trouve concrètement qu'il avait trouvé une église dans sa nouvelle ville et qu'il y consacrait énormément de temps. Il s'est retrouvé complètement isolé et son seul ami, c'était un prêtre. Et quand Sophie lui parlait, savoir un peu quelles étaient ses activités, comment ça se passait, il restait très mystérieux ou très évasif sur le sujet. Il disait juste qu'il y restait tard chaque soir pour nettoyer. Et pour Sophie, il y a quelque chose là-dedans qui ne tourne pas rond. Sophie sait que Brian a réalisé un voyage missionnaire et elle ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer là-bas, mais ce qu'elle pense, c'est qu'il ne s'est pas passé là-bas quelque chose de très positif. Depuis, Brian ne consomme que du contenu religieux, il n'a aucun ami à l'extérieur de l'église, donc sa vie se résume à travailler et aller à l'église. Jusque-là, on pourrait se dire que c'est juste quelqu'un qui a trouvé la foi, ce genre de choses, mais ce qui vraiment fait douter Sophie, c'est qu'à chaque fois qu'elle arrête de parler avec Brian, qu'ils terminent leur petite conversation habituelle, Brian lui dit « Es-tu prête à donner ta vie à Dieu ou à souffrir en enfer ?» Et pour Sophie, cette phrase, elle a un sens caché. C'est pas juste une phrase banale comme ça. Sophie sait qu'à un moment donné, Brian est passé rendre visite à sa famille et sa maman a trouvé les choses un peu bizarres. Brian, qui était pas extraverti mais qui aimait parler, qui était plutôt sociable, là était très silencieux, il observait beaucoup ce qu'il se passait. C'était comme si il était là, mais qu'en même temps il n'était pas là. Et pire que ça même, il n'y avait pas qu'une absence, il y avait également une sorte d'atmosphère dans la pièce où il était qui était très pesante. D'ailleurs, la mère de Brian et Sophie a compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé et elle se doutait pertinemment que quand Brian est parti pour rentrer chez lui, qu'elle n'allait pas le revoir de sitôt. Elle se doutait fortement que l'isolement de son fils allait s'intensifier. Mais Sophie, quand même, elle tient à son frère, ce qui peut sembler complètement normal. Et elle explique qu'elle avait un petit rituel avec lui, au-delà des conversations qu'ils pouvaient avoir par message, c'était une fois par mois de jouer aux jeux vidéo ensemble, pour essayer quand même de maintenir ce lien fraternel qu'ils avaient construit pendant des années et des années. Et elle faisait l'impasse sur plein de choses pendant qu'ils jouaient ensemble. Lui faisait beaucoup de discours religieux, elle n'écoutait pas trop, elle voulait juste passer un bon moment avec son frère. Et la dernière fois où ils ont joué ensemble, vraiment c'était un moment
très cool, ils se sont énormément amusés, mais à un moment donné, eh bien, l'heure commençait à avancer dans la nuit, donc elle devait partir. Il était à peu près 2 h du matin, mais Brian lui tenait un peu la jambe, lui disant qu'il voulait qu'elle reste. Sophie n'a pas pu, elle travaillait le lendemain, donc elle a dit « je suis désolé, mais on se fera ça une prochaine fois ». Sauf qu'il n'y a pas eu de prochaine fois, parce que Brian a donné sa console à un membre de l'église, alors que c'était quand même quelque chose au-delà d'une console qui permettait de maintenir son lien avec sa sœur. Sophie, en apprenant ça, était très attristée, elle avait besoin d'explications, elle se disait que ce n'était pas possible, que c'était quelque chose qui les unissait, c'était leur truc. Donc pourquoi donner ça à un membre de l'église alors que ça avait quand même une importance? Donc pour s'expliquer, Brian a dit qu'il avait offert sa console parce qu'il avait eu une prémonition comme quoi sa future femme arrivait. Et il se dit que sa future femme n'aimerait pas qu'il joue avec d'autres filles. Bon, Sophie n'est pas d'autres filles, c'est sa sœur. Et Brian a conclu en disant qu'il n'avait de toute manière pas de temps à perdre en dehors de l'église. Il a également ajouté qu'il allait définitivement enlever Sophie de sa vie car sa future femme allait venir. Et que cette fameuse femme qui lui était destinée était bien plus importante qu'elle. On précise quand même à ce moment-là que Brian n'a rencontré personne. Il n'est pas dans une phase où il date quelqu'un. Non, il a juste peut-être rêvé qu'il allait avoir une femme. C'est tout. Et il prend là toutes ses décisions par rapport à ça. Et ce qui a vraiment choqué Sophie, au-delà d'avoir cassé ce lien fraternel, c'est que Brian semblait vraiment croire ce qu'il disait. Il en était absolument sûr. Sophie a donc ensuite raccroché, très triste évidemment, et elle se disait mais c'est pas possible. Quelle église impose à ses membres de couper tout lien avec sa famille, ses amis, à part peut-être quelque chose comme une secte? Et ce fameux Brian était tellement déterminé dans sa vision des choses qu'il avait même prévu de partir à l'étranger à la recherche de la femme de sa prémonition. Sophie en a parlé à ses parents et son père, assez choqué quand même par la situation, a appelé son fils et lui a dit « Si tu ressens le besoin de couper les ponts avec elle, c'est que en fait tu ne ressens pas uniquement qu'un lien fraternel vis-à-vis d'elle. » Brian a esquivé la question, il n'a pas répondu, mais le fait de ne pas répondre, c'est une réponse en soi. Sophie a été mise au courant de cette fameuse discussion et ça l'a fait complètement tomber malade. Pour 2 choses. La première, c'est que déjà elle était très inquiète que son propre frère soit potentiellement dans une secte. La deuxième chose, c'est qu'elle se dit qu'en fait son frère a des sentiments pour elle qui sont complètement inappropriés. Ce n'est pas de l'amour entre frères et sœurs. Brian éprouve potentiellement une vraie attirance pour Sophie. C'est-à-dire quelque chose de plutôt incestueux. Elle en a parlé avec sa mère, et pour sa mère, les choses sont plutôt simples. Elle est tout aussi choquée évidemment, mais elle se dit que le fait de virer complètement Sophie de sa vie, d'arrêter de la contacter, d'arrêter de jouer avec elle aux jeux vidéo en donnant sa console, etc., c'est un moyen pour lui de supprimer la tentation qu'il a vis-à-vis d'elle. Sophie est totalement mitigée. D'un côté, elle se dit qu'elle veut comprendre dans quoi son frère est rentré, mais d'un autre côté, ce qui lui vient en tête, c'est l'idée de je pars, je vais très loin de ça, ça me regarde plus, il veut couper les ponts très bien, de toute façon, il avait un désir tordu vis-à-vis de moi, faut arrêter ça. Évidemment, personne ne sait la conseiller et personne ne lui en veut d'être dans cette situation et d'être extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de tout ça. Là, elle est complètement d'un côté dégoûtée, mais d'un autre côté très triste. Elle a perdu son frère qu'elle adorait, mais quand elle repense à leur relation, elle se dit mais ça veut dire que tous les moments qu'on a pu passer ensemble, est-ce que lui avait ce désir vis-à-vis de moi à chaque fois qu'on faisait quelque chose? Des choses banales se transforment en des choses qui la rendent malade. Par exemple, un simple câlin entre frères et sœurs. Elle se dit, est-ce que mon frère à ce moment-là avait d'autres intentions? Est-ce qu'il a interprété ça comme une ouverture? Est-ce que... Enfin voilà, elle se pose plein de questions différentes et c'est tout. Elle n'a plus de nouvelles de son frère. Lui, il l'a vraiment enlevé de sa vie, donc c'est comme si elle n'existait plus. Elle ne cherche pas à le recontacter non plus vis-à-vis de ce qu'elle a appris, ce qui se comprend complètement. Elle continue sa vie avec ce truc qui lui pèse énormément. Au moment où elle raconte son histoire, elle ne sait pas si son frère fait bel et bien partie d'une secte, si il en est sorti, si on va dire qu'il a retrouvé ses esprits. Elle n'en a absolument aucune idée, même si on peut supposer qu'il est toujours dans cette église très étrange. Maintenant, il est temps de voir ensemble l'histoire de Laura. Laura raconte quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 10 ans, entre 2015 et 2016, et elle nous explique qu'à ce moment-là, elle vivait avec quelqu'un. Mais sa situation de couple était assez particulière. Elle travaillait en journée, mais son compagnon, lui, travaillait
de nuit. Donc quand elle se réveillait pour aller au travail, généralement c'est à ce moment-là que son compagnon rentrait. Donc généralement, la semaine, elle se retrouvait les nuits toute seule. Et sachant que c'est une relation pour un couple qui peut être assez compliqué à gérer, notamment sur un plan en particulier, le plan intime, Laura avait, au cas où si elle avait envie, un jouet pour se faire plaisir quand elle est toute seule. Et un soir, elle avait envie d'utiliser ce fameux jouet, mais pas de bol, elle s'est rendue compte qu'il était cassé. Donc elle s'est dit qu'elle allait se rendre dans un magasin pour adultes afin d'aller en acheter un nouveau. Le magasin était dans le centre-ville, ouvert 24 heures sur 24, et ça ne posait pas de problème à Laura de s'y rendre. Il était à peu près 1 heure du matin. La ville où elle vivait était de taille moyenne, avec principalement des quartiers résidentiels, donc pour elle, elle ne craignait pas grand-chose. Elle a donc pris la route, elle s'est rendue jusqu'au fameux magasin, et elle explique qu'autour de ce magasin, il y avait des bars. En arrivant sur place, Laura se gare sur le parking qui se trouve à l'arrière du magasin, et après s'être garée, elle a marché jusqu'au magasin qui l'intéressait. Alors qu'elle est en train de marcher, elle se rend compte qu'il y a un homme qui est en train de fumer. Pour elle, là, pas d'inquiétude, c'est simplement un homme qui était dans un des bars aux alentours qui faisait une petite pause cigarette. Elle passe à côté de lui, l'homme lui dit salut et elle répond par un salut très rapide. En passant à côté, il arrive à voir à quoi il ressemblait. C'était un homme avec le crâne rasé, un t-shirt blanc, une sorte de short qui arrivait jusqu'en dessous des genoux, des chaussures et des chaussettes qui remontaient jusqu'au tibia. Ce n'est pas un look qui effraie Laura, c'est un style qu'elle a l'habitude de voir dans sa ville, mais par contre ce qui la dérange un peu, c'est qu'il l'a interpellée directement quand elle est passée à côté de lui. Elle se dit que peut-être voyant une femme seule à 1 heure du matin pendant la nuit, l'homme s'est dit qu'il y avait peut-être plus moyen de flirter que ça, mais bon, Laura continue sa route et c'est là, alors qu'elle marche, qu'elle entend un bruit qui la perturbe. Elle regarde donc discrètement derrière son épaule et en fait elle voit que l'homme qui l'a salué est maintenant en train de la suivre, mais il la suit d'une manière assez bizarre, c'est-à-dire qu'il synchronise ses pas avec les siens pour que le bruit de ses pas soit camouflé par ceux de Laura. Laura réfléchit à ce qu'elle peut faire, elle se dit soit elle continue de marcher, elle ne se rend pas au magasin, mais la rue était déserte, plutôt sombre, donc elle se dit que ce n'est pas ce qui va favoriser la sécurité. Elle pense potentiellement à rentrer dans un des bars, mais l'homme pourrait la suivre et essayer d'engager la conversation, ou elle pourrait rencontrer encore quelqu'un qui pourrait s'intéresser à elle. Donc ce qu'elle se dit finalement, c'est de bel et bien se rendre dans le magasin où elle voulait se rendre, parce que dedans il y aurait de la lumière, il y aurait aussi des employés. Elle rentre donc dans le magasin, elle va chercher ce pourquoi elle était venue initialement, et elle se rend compte que l'homme qui la suivait l'a suivi aussi à l'intérieur du magasin. Mais il attend au niveau de l'entrée, il ne regarde absolument aucun produit. Laura fait genre qu'elle regarde diverses choses et elle entend plusieurs fois que l'homme l'interpelle. Il lui fait une sorte de psst. Il lui fait encore et encore, et n'en pouvant plus parce que Laura veut quand même au bout d'un moment rentrer chez elle, elle va vers la caisse et elle demande au caissier si il connaît cet homme. Elle lui dit ça en chuchotant et d'abord le caissier ne comprend pas. Elle répète, il ne comprend encore pas, donc la troisième fois elle le dit bien plus fort. Le caissier lui n'a absolument rien remarqué d'anormal et Laura va donc lui expliquer, cet homme m'a suivi, il ne me laisse pas tranquille et honnêtement je ne me sens pas en sécurité pour retourner à ma voiture. Le caissier dit juste ok. Il fait le tour de sa caisse parce que il y avait une sorte de grille qui séparait là où il y avait les clients et la caisse. Il va voir l'homme et il lui dit qu'il doit partir. Laura, elle, est partie pour faire comme si elle allait acheter d'autres choses, et bien que le caissier ait parlé à l'homme ne partait pas. Il restait à l'avant du magasin, un peu caché pour ne pas être visible au niveau de la caisse, et quand Laura s'est rendue compte de ça, elle est retournée voir le caissier pour lui dire il est encore là. Le caissier est ressorti, Laura est partie se cacher à l'arrière du magasin et quand elle est revenue, là, l'homme était bien parti. Le caissier a expliqué que cet homme était tenace, qu'il ne voulait pas partir, qu'il avait dû hausser le ton et l'homme a dit qu'en fait il ne comprenait pas l'anglais. Le caissier avait quelques arguments parce qu'au cas où il y avait un intrus dérangeant, il avait une matraque, donc il lui a montré la matraque qu'il avait, il a dit ça, tu comprends? Et là l'homme est parti. Mais bien qu'elle est soulagée vis-à-vis du départ de cet homme, Laura est encore un peu stressée. Il peut être devant le magasin, à l'extérieur, donc elle demande au caissier s'il peut juste regarder les caméras de surveillance pour voir s'il est encore là. Personne ne semble être présent. Le caissier dit à Laura que si jamais elle revoit cet individu, elle a juste à revenir rapidement dans le magasin et qu'il s'occuperait de son cas. Bon, Laura, ça lui fait pas très plaisir, elle aurait préféré que le caissier se dévoue pour la raccompagner jusqu'à sa voiture. Mais il était seul dans le magasin, donc il ne voulait pas laisser le magasin sans surveillance. Apparemment,
quelques sextoys sont plus importants que la sécurité d'une femme. Bref, Laura quitte donc le magasin, elle tient ses clés de voiture fermement pour ouvrir rapidement ou se défendre au cas où, et elle marche très rapidement vers sa voiture. Elle y arrive, sans revoir l'individu, elle ouvre, elle pose son sac avec son achat sur le siège passager et elle s'installe au volant. Et alors qu'elle est en train de démarrer son véhicule, ses yeux se posent sur son rétroviseur et c'est là qu'elle voit l'homme qui l'avait tant mis mal à l'aise, qui est en train de sprinter en direction de sa voiture. D'un coup, le cœur de Laura s'arrête. Heureusement, elle avait pensé à verrouiller ses portières en entrant dans la voiture et instinctivement, elle a appuyé sur l'accélérateur, ce qui a fait que la voiture a commencé à aller en arrière très rapidement. Ce mouvement soudain a fait que l'homme s'est arrêté tout de suite et en reculant, Laura s'est retrouvée juste au niveau de l'homme. L'homme l'a regardé droit dans les yeux. Laura, elle, était tétanisée mais elle ne voulait pas montrer qu'elle avait le moindre signe de peur. Et l'homme a fait demi-tour sans rien faire. Laura l'a été soulagée. Elle a quitté le parking très rapidement et elle est rentrée chez elle. Le lendemain, quand elle a pu croiser son petit ami, elle a raconté sa mésaventure et son petit ami a dit « Bah tu sais, t'aurais pas dû sortir si tard toute seule. C'est sûr que le plus gros problème ça devait être ça. » Et pas du tout le mec qui lui a foncé dessus. Quoi qu'il en soit, cette expérience l'ayant assez marquée, ce qui se comprend, Laura ne sort plus de chez elle après 21 h de peur de revivre ce genre d'expérience, parce que qui sait, si elle avait été amenée à revivre ce genre de rencontre, peut-être qu'une prochaine fois ça aurait pu beaucoup moins bien se passer. Nouvelle histoire, nouvelle personne qui cette fois-ci s'appelle Thomas. Thomas explique qu'il travaille dans une université en tant qu'assistant résident. Généralement, le week-end, l'équipe dont il fait partie est composée de 3 personnes. Et il y en a 2 qui patrouille dans les bâtiments et un qui reste à l'accueil pour accueillir des visiteurs s'il y en a. Un soir, Thomas et un de ses collègues étaient de patrouille. Ils marchaient dans les couloirs du 9e étage d'un bâtiment, un bâtiment où les étudiants dormaient, une sorte de dortoir, et ils étaient là pour faire respecter les règles, qu'ils ne fassent pas trop de bruit à partir d'une certaine heure, ce genre de choses. Et alors qu'ils sont en pleine patrouille, Thomas et son collègue reçoivent un appel qui vient de la police du campus. Thomas décroche, et à l'autre bout du fil, il entend une femme crier à l'aide et ensuite il y a un cri vraiment typique des films d'horreur. Et avant même qu'il ait le temps de dire quoi que ce soit, ça raccroche. Thomas était très mal à l'aise en entendant ce cri. Son collègue l'était tout autant parce que ça semblait bien réel. Pour ce cher Thomas, ce qu'il a entendu, c'est pas un canular, c'est une vraie personne en détresse et qui a besoin d'aide. Mais ce qui rend cette situation encore plus mystérieuse et terrifiante, c'est que quelques mois auparavant, donc avant ces événements, Thomas a reçu exactement le même appel. Et à ce moment-là, il était avec le même collègue, la même personne était à l'accueil, c'était le même trio, il était au même étage dans le même bâtiment et c'était à la même heure. Il y avait une probabilité complètement infime pour que ce type d'événement se reproduise. Et le pire, c'est que Thomas se souvenait vraiment très bien de la première fois où ça s'est passé. Et d'ailleurs, au début de son service, le jour où ça s'est passé la deuxième fois, il avait rigolé sur le fait qu'ils allaient peut-être recevoir ce genre d'appel. Et c'est clairement ce qui s'est passé. Thomas et son collègue essayent de réfléchir rapidement à ce que ça peut être. Ils se disent que peut-être il y a eu une erreur de redirection d'un appel d'urgence pour le 911. D'autant plus que le numéro qui était affiché sur son téléphone, c'était celui de la police du campus. Donc ils ont appelé le 911, pas sur la ligne directement du 911, mais sur une autre ligne qui permet d'appeler quand il n'y a pas vraiment une urgence. Et ils ont expliqué la situation à la personne qui était là, à l'opérateur de la police. L'opérateur dit qu'il va prendre leur nom, les rappeler, qu'il va se renseigner, sauf que plus tard, il les rappelle et il dit que cette nuit-là précisément, ils n'ont reçu aucun appel qui correspond à la description qui a été faite. Donc concrètement, il est impossible qu'un appel ait été accidentellement redirigé vers le téléphone de Thomas. Et en réfléchissant à tout ça, Thomas a pensé à quelque chose. Il avait déjà reçu un appel où il y avait marqué police du campus. Sauf que à l'autre bout du fil, il n'y avait pas la police du campus, c'était sa boss qui venait lui demander de l'aider dans son bureau par rapport à un étudiant. Au début, quand il a vu police du campus, ça l'a fait un peu paniquer, mais après il s'est juste posé la question de pourquoi quand sa boss l'appelle, ça affiche sur son téléphone la police du campus. Sa responsable avait aussi trouvé ça un peu bizarre, mais elle n'avait pas cherché le pourquoi du comment plus que ça derrière. En plus, peu de temps après cette discussion, cette dame était partie à la retraite, donc pour elle, il n'y avait aucun intérêt à savoir pourquoi quand elle appelait quelqu'un, il avait marqué police du campus. Thomas, lui, était passé à autre chose. Mais maintenant, avec ces appels, tout se colle dans sa tête et lui font se poser beaucoup de questions. Il se dit que potentiellement, les appels qu'il a reçus de cette personne en détresse venaient du bureau de son ancienne responsable. Donc,
Se mettant tout ça en tête, ils ont décidé de se rendre très rapidement dans ce fameux bureau, sauf que dans le bureau, il n'y avait absolument rien. Le bâtiment où se trouvait le bureau était fermé au public, inaccessible, il n'y avait que les services de sécurité, un peu comme ceux dont Thomas faisait partie qui avaient la clé, et sur le bureau, il ne restait qu'un vieux téléphone. Juste pour s'assurer des choses, ils ont pris le téléphone et ils ont appelé Thomas, et quand ça a sonné sur le téléphone de Thomas, il y avait bel et bien marqué police du campus. Tout le bâtiment a été fouillé à la recherche de quoi que ce soit, mais absolument rien n'a été trouvé. Plus tard, le service de Thomas s'est terminé, et il n'a jamais réussi à retirer cette fameuse nuit de ses pensées. Qui était cette femme? Pourquoi elle raccrochait subitement? Pourquoi ça s'est produit à deux moments qui étaient presque identiques? Et surtout, si l'appel que Thomas a reçu venait de l'ancien bureau de sa responsable, où la personne qui a passé l'appel se trouve maintenant. Thomas explique bien clairement qu'il est impossible que ce soit un canular de ses collègues, car celui qui était à l'accueil a un fort accent et donc il ne pourrait pas imiter la voix d'une femme comme ça. Il explique aussi qu'il vit dans une ville où apparemment il y aurait des histoires de trafic d'êtres humains. Donc il se demande si la personne qui l'a appelé n'était pas une victime de ce genre de situation. Autre point, personne dans l'équipe complète dont Thomas fait partie, donc je parle pas des 3 personnes, mais des 60 au total, n'a reçu ce type d'appel. Il n'y a que Thomas et son collègue, et depuis qu'il est arrivé dans cet emploi, ce n'est arrivé qu'une fois, enfin 2 du coup, avec la fois qui s'était passée avant l'histoire. En réfléchissant à la situation, Thomas a bien sûr quelques théories. Il se dit que c'est peut-être, comme il le pensait initialement, une erreur de redirection du 911, mais pourquoi à ce moment-là, quand ils ont demandé l'info, on leur a dit que c'était pas le cas? Ou alors, la chose la plus raisonnable pour lui, c'est que quelqu'un s'est introduit dans l'ancien bureau de sa responsable et a utilisé le téléphone pour appeler à l'aide. Mais à ce moment-là, comment cette personne aurait pu accéder au bureau qui était verrouillé? Pourquoi il aurait appelé spécifiquement le numéro de Thomas? Et aussi, la question ultime, s'il y avait quelqu'un dans ce bureau, où est cette personne maintenant? C'est une question à laquelle Thomas n'a pas de réponse et je trouve que cette histoire est affreusement perturbante. Dans cette histoire, je vais vous raconter le témoignage d'Elodie. Elodie explique, quand elle était enfant, qu'elle vivait dans une maison qui était divisée en 3 parties. Une partie était pour elle et sa famille, une autre partie pour son oncle et ses filles, et la 3e partie, elle, était inoccupée depuis que son grand-père était décédé. Et cette maison, bien que selon Elodie plutôt laide d'extérieur, n'étant pas très attrayante, a déjà été la cible de plusieurs intrus de cambriolage. Le premier, c'était avant sa naissance. Le deuxième, des personnes s'étaient introduites dans la maison pendant la nuit. Elodie n'avait rien remarqué parce qu'elle avait dormi tout du long. Une autre fois, un homme complètement bourré est allé dans le jardin et avait déplacé des objets de jardin ici et là, un peu comme il le voulait. Et encore plus inquiétant derrière, il y avait un homme vers 3-4 heures du matin qui se mettait souvent devant la clôture et regardait fixement les fenêtres. C'est vers ses 7 ans qu'Elodie a cru enfin pouvoir souffler parce que son voisin, qui était quelqu'un d'alcoolique, a été envoyé en prison. Et après son départ, beaucoup des incidents qui se produisaient autour de la maison ont cessé. Donc concrètement, tout le monde se disait que c'était le voisin qui était porté sur la boisson, qui était à l'origine des fameux événements qui perturbaient Elodie et sa famille. La vie a repris son cours, la famille d'Elodie a adopté des chats, un chien, et bien qu'il y avait plus de vie avec ces animaux dans la maison, Elodie, elle, était toujours assez peureuse vis-à-vis des expériences passées. Elle n'aimait pas du tout se retrouver toute seule à la maison, donc ce qui se passait, c'est que la famille d'Elodie ne lui disait pas quand elle était toute seule pour ne pas l'inquiéter. Mais un jour, la cousine d'Elodie, âgée de 20 ans à peu près, est allée la voir pour lui rendre visite, parler un peu avec elle, et à un moment donné, elle a dit qu'elle devait partir pour faire une course dans un magasin. Ça a donné un signal à Elodie, le signal qu'elle allait se retrouver toute seule, donc elle a commencé à pleurer, n'étant pas à l'aise du tout, et sa cousine lui a donc proposé de l'accompagner, mais Elodie n'avait pas envie. Donc, comment faire? Pour la rassurer, sa cousine lui a dit « Écoute, va dans ma chambre, tu regardes la télévision si tu veux, jusqu'à ce que je rentre. » Elodie, là, était contente parce qu'elle pouvait regarder plein de dessins animés, donc la cousine est partie, Elodie s'est mise dans la chambre, elle a commencé à se mater plein de dessins animés, elle était vraiment refaite. Et juste avant de partir, sa cousine lui avait dit « Si tu entends quelque chose, si tu vois quelque chose, tu ouvres la fenêtre et tu cries. » Bon, Elodie, elle, était à fond dans les dessins animés, elle était contente, et à un moment donné, quelque chose
attire son attention. Elle entend des bruits de pas qui viennent de l'extérieur, des pas assez lourds. Elodie se dit que sa cousine est en train de rentrer et ça c'est pas quelque chose qui lui fait plaisir sur le moment parce que qui dit cousine qui rentre dit que les dessins animés c'est terminé. Donc Elodie commence à être un peu agacée, elle n'est pas apeurée du tout. Elle se dit plutôt mince, mon bon moment est fini et elle entend ensuite des froissements de vêtements suivis du grognement de son chien. Les pas s'approche de la porte de la chambre et Elodie explique que la porte de la chambre est vitrée, mais avec une vitre un peu floutée. Et elle voit qu'il y a une personne qui vient se mettre devant la porte. Une personne qui semble vêtue complètement de noir. Pour Elodie, c'est sa cousine, mais la personne attend là et n'ouvre pas la porte. Elodie hausse un peu les épaules, elle se dit peut-être que ma cousine ne veut pas me déranger parce que je suis en train de me détendre. Et au bout de quelques instants, la silhouette s'est éloignée de la porte pour aller dans la cuisine. Elodie s'est dit cool, je gagne un peu de temps. La maison est extrêmement silencieuse jusqu'au moment où la porte d'entrée claque violemment. Après cela, elle entend une voix familière qui dit « Je suis rentrée ». Cette voix, c'était celle de sa cousine. Donc c'est là qu'Elodie comprend que la personne qu'elle a vue juste avant, ce n'était pas quelqu'un qu'elle connaissait. N'ayant vu qu'une silhouette d'ailleurs, elle ne sait même pas dire si ce qu'elle a vu c'était un homme ou une femme. Elodie comprend là qu'il y avait bel et bien quelqu'un, donc bien qu'elle était de base en train de se détendre, là elle commence à paniquer, elle tend l'oreille parce qu'elle se dit que peut-être l'intrus est toujours là, elle entend sa cousine ranger les courses qu'elle a faites, et ensuite sa cousine vient la voir dans la chambre et c'est là qu'Elodie éclate en sanglots. Elle lui raconte absolument tout, les bruits de pas, la silhouette qu'elle a vue, sa cousine inquiète appelle les voisins pour savoir si eux ont vu quelque chose, venir faire le tour de la maison, mais aucune trace de qui que ce soit n'est trouvée. En plus, rien n'a été déplacé et rien n'a été volé. Donc, le doute commence à s'installer. Est-ce qu'Elodie a vraiment vu quelqu'un? Est-ce qu'il y avait bel et bien une personne? Mais Elodie, elle en est sûre, elle est certaine de ce qu'elle a vu. Les jours qui ont suivi, elle a eu la confirmation que ça ne pouvait pas être quelqu'un qu'elle connaissait. Sa mère et son oncle étaient au travail, son cousin, lui, était à l'école, sa cousine, elle, était partie pour faire des courses, donc elle était à ce moment-là normalement bel et bien seule. Ce qui est vraiment troublant vis-à-vis de cette intrusion, c'est que les chats qui étaient à l'étage, eux, dormaient paisiblement, comme s'ils n'avaient absolument rien remarqué. Il n'y avait que le chien qui, lui, avait un comportement assez bizarre. Il était assez nerveux, il ne voulait pas rentrer dans la maison, comme si lui avait vu quelque chose. Des années plus tard, Elodie en a reparlé avec sa cousine. Pour elle, c'est sûr qu'il y avait quelqu'un, mais pour sa cousine, ce qui s'est passé, c'est que l'imagination d'Elodie lui a joué des tours. Elodie pourtant confirme toujours aujourd'hui qu'elle sait ce qu'elle a vu et qu'il y avait bel et bien quelqu'un dans sa maison. Mesdames et messieurs, nous en avons terminé pour ces 5 histoires, les 5 histoires qui ont le plus marqué les utilisateurs de Reddit. J'espère qu'elles vous ont plu. Personnellement, elles me laissent pas vraiment serein. Elles étaient assez spéciales. Je vous laisse mettre un j'aime si vous avez passé un bon moment, c'est très important donc faites-le, n'oubliez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Si vous souhaitez me suivre sur Instagram, il s'affiche juste ici, AkenTV. Je pense qu'il est temps pour nous maintenant d'aller changer de couche. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, marquez en commentaire couche. Comme ça, je vous vois ceux qui avaient regardé la vidéo en entier. J'avais fait ça sur la vidéo d'avant et j'avais bien aimé. J'arrive à voir comme ça qui sont les plus courageux et qui vont jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui l'ont fait du coup. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!